Bonjour, je suis le docteur Pauline Nieto. Nous allons aborder dans cette présentation les pathologies qui doivent faire suspecter autre chose qu'une presbyacousie dans le cadre de la prise en charge du patient intégré dans ICOP. Nous aborderons également la prise en charge du patient âgé atteint d'instabilité. Les étapes du repérage ICOP qui doivent immédiatement faire suspecter autre chose qu'une presbyacousie peuvent se situer d'abord au moment de la gestion de l'alerte sur le questionnaire complémentaire où l'on va demander au patient si la surdité est apparue par exemple brutalement ou si elle est unilatérale, également s'il a présenté des vertiges associés à la surdité. On peut également retrouver des anomalies à l'étape 2 lors de la vidéo-otoscopie. Et enfin, sur l'audiométrie qui sera réalisée à l'étape 2, là aussi, des audiogrammes non évocateurs de presbyacousie. La présentation sera découpée en 3 parties. Tout d'abord, nous verrons ces pathologies qui doivent faire évoquer autre chose qu'une presbyacousie. Nous aborderons ensuite les acouphènes. Et enfin, nous nous focaliserons sur l'instabilité de la personne âgée. Pour commencer avec les surdités non évocatrices de presbyacousie, je vais vous parler des surdités de transmission. Vous savez qu'on retrouve alors à l'audiogramme un profil avec un RIN ouvert ou RIN négatif, c'est-à-dire que la courbe en conduction osseuse et aérienne ne sont pas accolées. On retrouvera alors un Weber latéralisé vers le côté le moins sourd si l'audition est asymétrique. On a alors 2 cas de figure, le patient qui va présenter une surdité asymétrique une surdité de transmission avec un tympan anormal, par exemple des perforations, un cholestéatome ou encore une otite séreuse. Je vous montrerai quelques photos sur les diapositives suivantes. Ou alors un patient qui a une surdité de transmission avec un tympan normal. Dans ce cas, on doit suspecter une pathologie ossiculaire et l'examen sera alors le scanner des rochers qui permettra d'aller détecter les anomalies. Ici, on retrouve 2 photos otoscopiques d'otite séreuse. Donc on voit que le tympan est mat, qu'il existe également des bulles rétrotympaniques. Ici, un aspect un peu plus jaunâtre en arrière de la membrane tympanique. Ici, une perforation qui est plutôt sèche avec, vous voyez, des bordures qui sont propres, pas d'écoulement. À l'inverse, de ce côté-là, une perforation centrale mais qui apparaît surinfectée, comme on peut le voir avec les bords de la perforation qui apparaissent myringitiques, mais également au niveau de la partie inférieure du tympan, des écoulements purulents. Il est important d'adresser ces patients vers un ORL car il faut adapter les appareils auditifs et notamment aérer les embouts de manière à ce qu'il n'y ait pas de macération dans le conduit auditif externe qui pourrait favoriser les écoulements. Ensuite, on peut se retrouver face à des poches de rétraction tympanique. Ici, par exemple, on voit qu'il existe une rétraction au niveau de la pars flaccida, mais également un aspect rétracté au niveau de la partie supérieure du tympan. Une forme un peu plus évoluée de rétraction, où l'on voit ici également des écoulements qui peuvent sortir des zones rétractées. Il faut adresser ces patients en consultation spécialisée ORL car on sait qu'elles peuvent évoluer dans certains cas vers le cholestéatome, pathologie lytique qui nécessite une prise en charge chirurgicale. On peut également se retrouver face à des aspects polypoïdes de la membrane tympanique. Dans ce cas, il faut également suspecter un cholestéatome sous-jacent qui sera alors surinfecté dans ce cas-là. Ensuite, on peut également retrouver des surdités que l'on dit génétiques. Ces surdités ont un mode de transmission variable. L'atteinte est le plus souvent fixée à la naissance, mais parfois elles peuvent être évolutives. Elles sont, dans certains cas, associées à des atteintes anatomiques que l'on peut alors retrouver sur le scanner ou sur l'IRM, parfois sans aucune atteinte anatomique retrouvée sur l'examen. On peut également retrouver des atteintes vestibulaires associées ou non. Certaines surdités génétiques sont syndromiques, avec parfois des atteintes de l'œil, du rein ou encore de la thyroïde, mais parfois elles sont exprimées comme seule atteinte. Les surdités que l'on peut retrouver peuvent être des surdités neurosensorielles. On peut voir alors des surdités en pente de ski ou alors des courbes en U, comme on le voit sur cet audiogramme ici. Mais on peut également retrouver des surdités de transmission ou alors des surdités mixtes. Elles sont parfois unilatérales, parfois bilatérales, symétriques ou asymétriques. La sévérité est variable, parfois même au sein d'une même famille, avec un même gène identifié. On peut retrouver des patients atteints de manière plus ou moins sévère. Enfin, la précocité du diagnostic dépend finalement de la sévérité de la surdité. Elles peuvent donc parfois passer inaperçues.
Nous allons maintenant aborder les surdités asymétriques. Pour commencer, les surdités brusques et les syndromes cochléo-vestibulaires. On appelle surdité unilatérale brusque une surdité neurosensorielle, isolée, brutale et unilatérale. Elle peut parfois s'associer à des acouphènes aigus. L'incidence est de 20 pour 100 000 patients, c'est-à-dire que c'est une pathologie que l'on peut rencontrer quand même assez fréquemment et dont la physiopathologie est à l'heure actuelle encore incertaine, bien que plusieurs hypothèses, telles que les hypothèses virales ou inflammatoires, sont avancées. On peut parfois avoir une atteinte du nerf cochléo-vestibulaire, de la partie de la composante vestibulaire du nerf cochléo-vestibulaire également atteinte. Dans ce cas, le patient présenterait également des vertiges avec un syndrome vestibulaire aigu qui associe des déviations posturales et un nystagmus. Parfois, on peut également voir une atteinte du nerf facial. Il existe différents facteurs de risque identifiés, mais également des facteurs de mauvais pronostic. Par exemple, les patients âgés avec une surdité sévère et sur terrain diabétique auront un pronostic de récupération moins bon qu'un patient jeune sans facteur de risque cardiovasculaire associé. Il s'agit d'une urgence thérapeutique. C'est la raison pour laquelle toute surdité brutale de la personne âgée doit impérativement être adressée en consultation ORL de manière à lancer une corticothérapie pour permettre d'obtenir des chances de récupération meilleures. De plus, toute surdité unilatérale brusque doit conduire, à distance de l'épisode aigu, à la réalisation d'une IRM encéphalique et centrée sur les angles pontocérébelleux pour dépister un schwannome vestibulaire. Concernant l'évolution de ces surdités brusques, elle est variable d'un patient à l'autre, d'une récupération totale jusqu'à une récupération qui est parfois complètement absente. Ces schwannomes vestibulaires, ce sont donc des tumeurs bénignes qui vont être développées aux dépens des cellules de Schwann. On parle assez régulièrement de neurinome vestibulaire ou schwannome vestibulaire. Les deux termes peuvent être utilisés. L'évolution est en général très lente. Le patient va donc compenser les atteintes auditives et vestibulaires et ne va pas forcément se rendre compte de l'installation de ces symptômes. Mais elles peuvent également se présenter sous la forme d'une surdité brusque, d'une névrite vestibulaire ou encore d'une paralysie faciale. Quoi qu'il en soit, devant tout épisode unilatéral auditif, vestibulaire ou facial, il faut réaliser, comme je le disais dans la diapositive précédente, une IRM encéphalique et centrée sur les angles pontocérébelleux avec injection de produits de contraste. La présentation peut donc être de manière à ce que le patient se plaigne d'une hypoacousie unilatérale, d'un acouphène unilatéral ou alors de vertige. On peut également voir parfois des paralysies faciales qui sont souvent discrètes et révélées par un signe de Souk. Enfin, dans les stades les plus avancés, on peut avoir une atteinte du nerf trijumeau et donc une hypoesthésie faciale, voire en cas de compression du quatrième ventricule, des signes d'hypertension intracrânienne. Certains patients vont avoir une découverte fortuite de leur lésion sur une IRM encéphalique demandée pour une toute autre raison. Ici, par exemple, une surdité neurosensorielle à gauche qui pourrait évoquer une presbyacousie, mais on voit que l'oreille droite est plus sourde. À l'audiométrie vocale, cette oreille droite présente en plus de cela des distorsions. Ce patient doit donc impérativement bénéficier d'une IRM sur laquelle on pourra éventuellement retrouver une lésion qui prend le contraste sur la séquence T1 injectée, comme on peut le voir sur l'image à gauche où l'on voit une tumeur qui part du conduit auditif interne mais qui vient déborder dans l'angle pontocérébelleux, mais également sur des séquences T2 haute résolution où l'on voit alors cette masse en hyposignal. Ensuite, il faut également évoquer les maladies de Ménière devant les surdités unilatérales. Donc, la maladie de Ménière, c'est une pathologie qui est la conséquence de ce qu'on appelle l'hydrops labyrinthique. Donc, vous voyez sur ce schéma en haut que le compartiment endolymphatique va pouvoir devenir trop gonflés par rapport au compartiment périlymphatique et vont donc venir écraser finalement les récepteurs auditifs et vestibulaires et c'est ça qui va provoquer les manifestations cliniques du patient. L'origine de la maladie de Ménière est encore incertaine, bien qu'il existe de nombreux facteurs identifiés tels que le stress ou les excès de sel qui peuvent favoriser l'expression de la maladie. La présentation est classiquement La présentation associe classiquement des vertiges, des acouphènes graves, une surdité avec des distorsions qui vont se présenter sous la forme de crises répétées. Le vertige est en général un vertige rotatoire qui dure 2 à 24 heures, intense, souvent associé à des vomissements. Un cas particulier, le patient qui présente des crises de Tumarkin, comme on le verra sur cette vidéo, où les patients vont brutalement se sentir projetés au sol,
sans signe avant-coureur. L'acouphène est un acouphène en général plutôt grave, à type de bourdonnement. Le patient ressent également en général des plénitudes d'oreilles et la surdité associée sera volontiers plutôt présente sur les fréquences graves comme on peut le voir sur cet audiogramme, mais on peut également retrouver des surdités pentonales. L'évolution de cette maladie se fait sous la forme de crise, avec, comme je le disais tout à l'heure, un fort impact du stress physique et émotionnel. Puis progressivement, dans le temps, les crises vertigineuses en général diminuent, car les capteurs vestibulaires sont détruits pour la plupart. Sur le plan auditif, une surdité moyenne à sévère en plateau peut s'installer, avec des acouphènes qui deviennent permanents, parfois des acouphènes qui restent graves, parfois des acouphènes plutôt lésionnels qui vont alors être plutôt aigus. Quoi qu'il en soit, ces patients doivent bénéficier à un moment ou à un autre d'une IRM encéphalique et centrée sur les angles à la recherche d'un diagnostic différentiel cérébral ou au niveau de l'angle ponto-cérébelleux, par exemple un Schwannom. Le traitement va de la prise en charge hygiéno-diététique du patient avec comme recommandation de consommer moins de sel, d'éviter les excès d'excitants, un bon sommeil et une activité physique régulière. Ensuite, on peut proposer des traitements pour les crises rotatoires. Et enfin, si les crises sont trop fréquentes, on peut alors s'orienter vers un traitement médicamenteux de fond. Ces patients-là bénéficient également d'une rééducation vestibulaire qui doit être raisonnable dans les périodes d'activité de la maladie, plutôt là, dans les périodes où le patient ne se sent pas en crise. Enfin, l'appareillage audioprothétique est très intéressant chez ces patients, bien qu'il est souvent difficile en raison des distorsions. Ensuite, les surdités sévères à profondes doivent également alerter le médecin qui fait passer le test au patient dans le cadre de ICOP et l'adresser sur un centre ORL spécialisé afin de réaliser un bilan approfondi de sa surdité, par exemple des potentiels évoqués auditifs qui vont vraiment aller tester l'audition, mais également parfois des bilans vestibulaires ou encore des imageries. Une évaluation orthophonique est également indispensable à ce stade-là de la surdité, de manière à proposer au patient une rééducation auditivo-cognitive. Cette consultation permettra également d'orienter au mieux le patient vers l'audioprothésiste pour le guider dans la démarche de réhabilitation. Enfin, ça permettra également, dans le cas où le patient n'est pas suffisamment confortable avec sa prothèse, de lui proposer un bilan en vue d'une éventuelle implantation cochléaire. On peut également être en difficulté devant une discordance entre l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale. Dans les cas où l'audiométrie vocale est meilleure que l'audiométrie tonale, il faut penser à un patient qui est gêné par son acouphène, mais on peut également penser aux patients qui ont des surdités anciennes, bien compensées avec une conservation des fréquences graves et donc avec une compréhension de la parole qui peut être meilleure que ce que l'on pourrait le pressentir sur l'audiométrie tonale. Également, il faut penser aux patients simulateurs, bien que ce ne soit pas franchement le cas des patients dans le cadre de la prise en charge ICOP. Dans les cas où l'audiométrie tonale ou la courbante tonale est meilleure que la vocale, il faut penser en premier lieu aux neuropathies auditives, donc c'est-à-dire aux atteintes du nerf. Si elle est unilatérale, surtout évoquer le Schwannom vestibulaire et donc réaliser une imagerie. Si elle est bilatérale, on peut alors penser aux troubles centraux de l'audition, au premier rang duquel les troubles cognitifs avancés. Enfin, ne pas oublier que les patients qui n'ont pas le français comme langue maternelle peuvent parfois être en difficulté avec les listes que l'on utilise dans le cadre de l'audiométrie vocale. Nous allons maintenant passer à la partie 2 concernant les acouphènes. Donc l'acouphène, c'est une sensation auditive qui n'est pas liée à une stimulation sonore extérieure, mais il ne s'agit pas d'une maladie. Il s'agit plutôt du symptôme d'une lésion ou d'une dysfonction d'organes qui va pouvoir amener à l'expression d'un acouphène. Les causes sont donc nombreuses, allant du bouchon de cérumen à l'otite, en passant par les pathologies ossiculaires ou aux pathologies propres de la membrane tympanique, mais également la presbyacousie ou toute autre cause de surdité. Il faut également parfois penser à certaines anomalies vasculaires, par exemple des déhiscences, des sinus veineux qui cheminent juste sous le rocher. Dans tous les cas, il nécessite une démarche étiologique pour déterminer l'origine de l'acouphène afin d'orienter au mieux le patient sur le plan du traitement, mais il faut également penser à évaluer le retentissement sur l'humeur et sur le fonctionnement du patient de manière à ne pas le laisser en danger seul à son domicile. Cette évaluation permet d'orienter au mieux, comme je le disais, le patient dans une prise en charge spécifique de l'origine de l'acouphène, mais également, on le verra plus tard, dans une prise en charge plus globale du patient acouphénique.
Le presbyacousique, il va plutôt présenter des acouphènes qui sont aigus, bilatéraux, qui peuvent d'abord être entendus dans le silence quand il est au calme, et puis progressivement devenir de plus en plus envahissants à mesure que la surdité va s'aggraver. Dans tous les cas, si l'acouphène est unilatérale, si elle est associée à une asymétrie auditive, il faut absolument demander l'IRM. S'il n'existe pas de surdité associée, ou en tout cas si la surdité est asymétrique alors que l'acouphène, lui, est unilatéral, il faut évoquer également les acouphènes qu'on dit somatiques, c'est-à-dire qu'ils vont venir de dysfonctionnements musculo-squelettiques au niveau des mâchoires ou parfois du cou. Dans ce cas, il est intéressant d'adresser le patient en kinésithérapie ou en ostéopathie. Lorsque le patient se plaint d'un acouphène extrêmement invalidant et envahissant et qu'à l'évaluation vous sentez qu'il est vraiment en souffrance, il est important de l'adresser sur votre filière ORL de manière à ce que une prise en charge puisse être proposée le plus rapidement possible. Mais il faut également penser à proposer un accompagnement psychologique dans l'attente de ce rendez-vous. Dans les cas où les acouphènes sont aigus, bilatéraux, non modulés, c'est-à-dire que la fréquence et l'intensité ne vont pas être modifiées par des mouvements cervicaux ou des manœuvres au niveau des ATM, et que l'audiogramme est évocateur d'une presbyacousie, on peut alors, dans un premier temps, expliquer au patient l'origine des acouphènes, lui donner des conseils pour mieux gérer le stress qui en découle, mais également lui donner des stratégies pour qu'une habituation puisse se mettre en place. Pour cela, on va d'abord expliquer au patient que ces acouphènes sont la conséquence de la perte auditive qui va donc être responsable d'un défaut de stimulation au niveau des centres supérieurs, combiné en fonction de l'interrogatoire avec les traumatismes sonores qu'il a pu subir dans sa vie, dans le cadre de son activité professionnelle ou extra-professionnelle, mais également d'autres facteurs, par exemple des facteurs ototoxiques. Ensuite, on va également proposer aux patients de réaliser ce qu'on appelle une thérapie sonore. Donc cette thérapie sonore, elle consiste en fait à venir enrichir l'environnement sonore du patient de manière à rendre l'acouphène moins saillant. On peut réaliser cela avec des prothèses auditives. Cela va permettre un masquage écologique, c'est-à-dire que l'appareil remontant les fréquences qui sont altérées va permettre au patient de repercevoir les bruits du quotidien qu'il ne percevait plus. On peut également utiliser des générateurs de bruit, soit directement sur l'appareil auditif du patient, dans ce cas il sera réglé par l'audioprothésiste, soit en utilisant simplement un haut-parleur, un casque auditif en conduction aérienne, les casques classiques, ou alors en conduction osseuse, ce qui a l'avantage de laisser au patient l'oreille libre pour pouvoir communiquer avec son entourage. Les autres prises en charge que l'on peut proposer aux patients dans le cadre des acouphènes sont tout d'abord les thérapies de relaxation, au premier rang desquelles la sophrologie. Si vous cherchez des thérapeutes formés dans le cadre des acouphènes, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'AFREPA et rechercher les équipes du ville dans laquelle vous exercez. Vous trouverez alors généralement les praticiens qui sont formés pour accompagner ces patients. Mais on peut également proposer de l'hypnose, de la relaxation, de la kiné maxillofaciale s'il existe un trouble des articulations temporomandibulaires, ou alors de l'ostéopathie, de l'acupuncture, etc. Tout ce qui peut faire du bien à votre patient en fonction de l'évaluation que l'on avait faite. Donc, pour revenir sur la thérapie sonore, il faut expliquer au patient que vous avez donc l'acouphène qui a une certaine intensité à l'instant où on lui parle, et il va falloir venir appliquer donc du bruit répétitif, mais toujours à un niveau légèrement inférieur à celui de l'acouphène, de manière à ne pas masquer l'acouphène. Si on masque l'acouphène, quand on coupe le son, l'acouphène devient beaucoup plus saillant. Tandis que si l'on propose ce bruit à bas volume, juste en dessous de l'acouphène, cela va permettre progressivement de moins ressentir l'effet de l'acouphène. Ainsi, le patient aura la sensation d'avoir un acouphène avec une intensité un peu moins importante. En tout cas, il focalisera beaucoup moins l'attention dessus. Nous allons maintenant aborder l'instabilité de la personne âgée. Donc pour commencer, un petit peu de physiopathologie, car c'est ça qui va nous permettre derrière de comprendre la prise en charge de ces patients-là. Donc au niveau vestibulaire, on va avoir des capteurs qui vont informer sur l'état du milieu extérieur, mais dans l'équilibre, il n'existe pas que des capteurs vestibulaires, il existe également des capteurs visuels et des capteurs proprioceptifs.
tous ces récepteurs vont adresser leurs informations au niveau du noyau vestibulaire qui va faire la synthèse de ces différentes informations, mais qui va être également le point de connexion avec, par exemple, le cervelet, les afférences corticales ou également tous les efférents qui vont permettre aux patients d'avoir la stabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de déficit d'un de ces capteurs, les autres modalités vont pouvoir le suppléer. Et c'est grâce à cela que le patient atteint de troubles de l'équilibre va pouvoir, avec de la rééducation de l'équilibre, récupérer, si la rééducation est bien conduite, son équilibre. Ces entrées multisensorielles, elles sont donc indispensables au contrôle rétroactif de la posture puisqu'elles permettent à tout moment de détecter la discordance entre les différentes informations, par exemple l'oreille droite qui fonctionne correctement, l'oreille gauche qui fonctionne un petit peu moins bien, ou alors des oreilles qui fonctionnent normalement, mais des informations visuelles qui sont légèrement discordantes avec les informations vestibulaires. À ce moment-là, il y a une discordance, donc un déséquilibre ressenti par le patient. Quoi qu'il en soit, la première chose à faire lorsqu'on évalue ce patient qui se plaint de vertige ou d'instabilité chronique, c'est vraiment de bien caractériser le symptôme. En effet, le patient va vous parler souvent de vertige au sens large, alors qu'en fait, il ne souffre pas de vertige rotatoire à proprement parler, mais plutôt d'une instabilité. Et donc, la démarche diagnostique ne sera pas tout à fait la même. Il faut également bien rechercher les signes associés et les antécédents qui peuvent nous orienter vers une origine ou l'autre. Par exemple, dans les signes associés, des signes auditifs feront alors suspecter soit un schwannome, soit une maladie de Ménière en fonction de l'évolution des signes auditifs et vestibulaires les uns par rapport aux autres. Il faut ensuite bien analyser les différentes afférences de l'équilibre. L'afférence vestibulaire, on en a parlé, on recherche une déviation posturale, un nystagmus. Si il n'existe pas de déviation, pas de nystagmus et qu'il existe des crises vertigineuses aiguës, répétées, positionnelles, on pourra alors réaliser les manœuvres de Dixey-Hallpike à la recherche d'un VPPB. Sur le plan visuel, il faut rechercher des troubles de la vision ou alors des troubles de la convergence. Enfin, sur le plan somesthésique, ne pas hésiter à aller rechercher des troubles de la sensibilité des membres inférieurs qui feraient alors évoquer des neuropathies, mais également des cervicalgies chroniques qui pourront alors faire suspecter des instabilités à composante cervicogénique. Enfin, toutes les pathologies de l'intégrateur central, par exemple des AVC ou des pathologies dégénératives, doivent également être explorées pour bien évaluer le patient atteint d'instabilité. Et en fonction de cette évaluation, en fonction des capteurs qui nous semblent défaillants, on va alors proposer des examens ciblés chez le spécialiste. Il existe un examen qui s'appelle la posturographie dynamique que je trouve très intéressante chez ces patients-là car elle permet effectivement d'évaluer l'utilisation de chacune de ces entrées et donc d'orienter derrière la rééducation le mieux possible. Donc ici un exemple, vous voyez, de posturographie. Donc la machine... Hop, je remets mon pointeur. Voilà, donc la machine est ici. Vous voyez, le patient monte sur la plateforme. On lui met soit un petit repère visuel au niveau du mur face à lui, soit on peut faire bouger la plateforme, on peut la rendre instable. Et enfin, on peut également utiliser du défilement visuel, que l'on appelle donc du défilement optocinétique. Et en fonction de comment est-ce que le patient gère son centre de gravité, on pourra alors dire qu'il utilise correctement l'une ou l'autre des entrées de l'équilibre. Ici, un autre exemple où l'on voit que avec la mise en route du défilement optocinétique, le patient avait beaucoup plus de mal à gérer son équilibre. C'est un patient qui était dépendant visuel et ça, c'est une pathologie qui est vraiment accessible à une rééducation vestibulaire bien conduite. Une diapositive pour vous donner quelques exemples organe par organe des pathologies qui peuvent s'exprimer par de l'instabilité chez la personne âgée. Donc par exemple sur le plan ophtalmologique, une DMLA, une rétinopathie diabétique. Dans les pathologies autoneurologiques, une maladie de Ménière, des otites chroniques, des labyrinthites, un schwannome ou simplement une presbyvestibulie débutante. Au niveau des neuropathies et des autres affections des membres inférieurs, quand on a un membre plus long que l'autre, cela peut provoquer des troubles de l'équilibre. En cas d'AOMI ou en cas de diabète, on peut avoir des troubles de la sensibilité des membres inférieurs. Au niveau des pathologies neurologiques, on peut citer le Parkinson, les antécédents d'AVC, la sclérose en plaques ou encore d'autres. Et enfin, ne pas oublier, comme je vous disais, la dépendance visuelle qui est en fait une désorganisation du système de l'équilibre ou alors un déconditionnement physique, mais encore un syndrome post-chute.
Cette évaluation est donc complexe car elle doit s'intéresser à la fois au vieillissement physiologique de chacun de ces capteurs qui ne va pas forcément s'exprimer par des vraies manifestations au niveau des examens complémentaires, mais également par l'action des facteurs ajoutés, par exemple des pathologies aiguës. Le vieillissement va avoir comme conséquence sur la posture de révéler des facteurs qui vont être prédisposants. Donc ici, par exemple, toute pathologie chronique qui va affecter un des capteurs ou un des régulateurs de l'équilibre va pouvoir prédisposer le patient aux instabilités, et notamment la fatigue auditive. Vous savez que la surdité, elle est pourvoyeure d'une augmentation de l'effort d'écoute et donc d'une surcharge cognitive, et ça, c'est un facteur de risque de chute. Appareiller le patient quand c'est le moment, et pas trop tard, va donc permettre de diminuer cette fatigue cognitive et donc d'aider le patient dans son fonctionnement quotidien. Mais également ne pas oublier que la polymédication chez la personne âgée est un facteur de risque de chute. Il ne faut donc pas oublier de nettoyer les ordonnances lorsque le patient se présente en consultation pour des instabilités. Par-dessus ça, on peut avoir des facteurs précipitants qui vont pouvoir aggraver de manière aiguë les troubles de l'équilibre de la personne âgée. Par exemple, tout épisode vestibulaire aigu, un VPPB, une névrite, ou alors une chute qui va alors ajouter de l'angoisse dans tout ça, risquera alors de dégrader la situation du patient. Quelles sont les particularités de l'examen clinique? On le disait tout à l'heure, il faut bien caractériser le symptôme qui va amener le patient à consulter. Par exemple, bien faire la différence entre un vertige positionnel et une hypotension orthostatique. Ou alors, on l'a dit, différencier l'instabilité du vertige rotatoire vrai en sachant que la personne âgée va quand même avoir un petit peu moins de sensations vertigineuses que la personne plus jeune. Il faut bien rechercher à l'interrogatoire des antécédents de chute, car on sait que toute personne qui a chuté risque de rechuter. Il faudra également systématiquement rechercher des VPPB sous-jacents associés, même si le reste de l'examen retrouve d'autres choses qui vont vous orienter, car c'est une population très sujette aux VPPB, et comme je le disais, ils peuvent avoir moins la sensation de vertige, et en général, ils ont mis en place des stratégies d'évitement qui vont consister à ne plus dormir à plat par exemple, mais plutôt demi-assis, de manière à ne pas déclencher les vertiges. Et donc, je le disais, repérer les conduites d'évitement qui vont pouvoir faire dire au patient que finalement, actuellement, il se sent bien, mais quand on creuse l'interrogatoire, c'est un patient qui ne s'allonge plus pour s'endormir, qui ne va plus chercher en haut dans les placards, car là aussi, ça peut déclencher un vertige. Donc, tout ça, c'est à dépister de manière à prendre en charge la pathologie et forcer le patient, en tout cas l'inviter, à faire disparaître toutes ces conduites d'évitement qu'il a mises en place. Enfin, ne pas oublier de bien dépister les conséquences psycho-émotionnelles que cela peut avoir, car on sait que le fait d'être en hypervigilance vis-à-vis de ces troubles cognitifs peut provoquer également une fatigue cognitive et donc être délétère sur le plan général pour ces patients-là. On l'a dit tout à l'heure, ne pas oublier d'évaluer la partie visuelle, la partie neurologique, mais également la partie orthopédique qui peuvent elles aussi, comme je vous le disais, être responsables d'instabilité. Dans les cas où le patient est atteint d'une instabilité sur terrain pathologique complexe ou alors s'il existe un retentissement psycho-émotionnel sévère, dans ce cas-là, nous conseillons d'adresser les patients pour bilan gériatrique spécialisé de manière à obtenir une évaluation globale de la personne. En effet, l'adresser vers un spécialiste puis l'autre risque de prendre du temps et donc de ne pas conduire à un diagnostic, on va dire, global de la personne, mais plutôt à des petits diagnostics ici ou là. C'est pas forcément le mieux à faire pour cette personne qui a besoin d'une prise en charge globale, prenant en compte chacune des atteintes que l'on aura pu dépister sur le bilan. Enfin, au niveau de la rééducation de ces patients, ce qui est important, c'est de penser global. C'est-à-dire que le patient, s'il a des troubles de l'équilibre qui sont liés un petit peu à l'oreille, un petit peu aux yeux, un petit peu à une partie plutôt orthopédique, à ce moment-là, il bénéficiera plutôt d'une rééducation globale de l'équilibre qui n'est pas forcément réalisée auprès d'un rééducateur vestibulaire. C'est intéressant car certains patients vivent dans des déserts médicaux et n'ont donc pas un accès facile vers les kinésithérapies vestibulaires. Cela peut donc déjà aider le patient à reprendre confiance dans l'équilibre, recommencer à fonctionner et quand il ira un petit peu mieux, à la limite, si ce n'était pas suffisant, l'adresser vers un kinésithérapeute vestibulaire. Quoi qu'il en soit, adresser le patient en kinésithérapie nécessite dans tous les cas une évaluation médicale de manière à orienter le rééducateur. L'objectif de cette rééducation est de relancer l'autonomie du patient, de diminuer le risque de chute, mais également l'anxiété vis-à-vis de chutes anciennes ou futures.
Il est très intéressant, quand cela est possible, que le rééducateur s'adapte au mode de vie du patient. Par exemple, travailler dans les escaliers ou travailler sur des mouvements de se baisser, se relever, qu'ils utilisent notamment pour le jardinage ou pour ranger les courses. Ensuite, au niveau de la prise en charge plus générale des patients, il faut bien traiter toute affection intercurrente qui risquerait de dégrader de manière aiguë l'équilibre du patient. Ne pas oublier de nettoyer les ordonnances, notamment s'il y a beaucoup de traitements antihypertenseurs, être certain qu'il n'existe pas des hypotensions orthostatiques sous-jacentes. Également faire attention aux psychotropes lorsqu'ils sont multiples, qui peuvent également favoriser les chutes. Il faut également lutter contre tous les facteurs qui vont être responsables de fatigue cognitive, par exemple les troubles visuels à réhabiliter avec des lunettes, la surdité à réhabiliter avec un appareillage audioprothétique, des soins de pédicure de manière à éviter d'avoir des douleurs au niveau des pieds ou encore un dentier bien adapté. On peut également s'aider des ergothérapeutes qui pourront éventuellement évaluer l'environnement du patient, lui donner des conseils au niveau de son domicile ou au niveau de son fonctionnement personnel. Pensez également à évaluer l'accompagnement du patient, son soutien et éventuellement les éduquer pour qu'ils accompagnent au mieux leurs proches. Et enfin, proposer aux patients des actions de prévention quand ce n'est pas trop tard, par exemple une activité physique régulière ou alors des ateliers équilibre qui sont parfois disponibles dans certaines proposés par certaines mairies de manière à stabiliser les acquis et éviter que le patient redevienne instable. J'ai terminé pour les instabilités et pour le reste de ma présentation. J'espère avoir répondu à toutes les questions concernant les surdités qui ne doivent pas faire évoquer la presbyacousie, mais également comment aider le patient qui se plaint d'acouphènes, car le plus important, c'est vraiment le discours que l'on va prodiguer au patient la première fois qu'on va en discuter avec lui. Il faut absolument éviter de lui dire « il faut s'y habituer, tout le monde en a », car c'est un discours qui est contre-productif. Il faut au contraire donner des stratégies au patient pour qu'il s'en sorte correctement avec son acouphène. Et concernant l'instabilité, le plus important, c'est de ne pas se focaliser sur le vestibule, mais de bien penser à prendre en charge le patient de manière globale. Je vous remercie de votre attention.